Bon, on reprend donc notre cours et on était sur la SAS, société dont je vous rappelle qu'elle est très importante puisque aujourd'hui c'est à peu près une société nouvelle sur deux dans les sociétés commerciales que l'on constitue et je pense que plus tard, sauf à travailler sur les très grandes sociétés, vous verrez essentiellement dans votre activité passer des SAS. Donc ce qu'on voit maintenant est vraiment important. Et on avait commencé la semaine dernière à voir le fonctionnement de la SAS. C'est une section 2 dans ce chapitre consacré à la SAS. On a vu une section première sur l'accès au statut de la SAS. Et on est dans un paragraphe consacré aux organes de direction et de contrôle. Et on a vu déjà un certain nombre de points. On a vu particulièrement le statut du président. Et on avait évoqué, si je me souviens bien, également les directeurs généraux et directeurs généraux délégués, et on avait évoqué ensemble la difficulté qu'il y avait à savoir s'ils étaient des représentants légaux ou pas. Bon. On a le président qui est prévu depuis le début par les articles du Code de commerce sur la SAS. On a les directeurs généraux et directeurs généraux délégués qui ont été introduits par une loi de quand déjà ? 2003, absolument, loi de sécurité financière. Et on a, au-delà de ces organes qui sont visés par la loi, et je rappelle pour que les choses soient bien claires, que est-ce qu'il est obligatoire, je rappelle par une question pour vérifier que c'est acquis, est-ce qu'il est obligatoire pour une SAS d'avoir un président ? Oui. Est-ce qu'il est obligatoire pour une SAS d'avoir un directeur général ? Non. Différence entre les deux, le président, il y en a forcément un et il n'y en a qu'un seul dans la SAS. C'est un organe qui est imposé par la loi, quelle que soit l'organisation que vous avez donnée à votre société, vous avez forcément un président et vous ne pouvez avoir qu'un président. Dans les sociétés pour lesquelles on a un partage du pouvoir entre deux actionnaires ou deux groupes d'actionnaires, comment on fait alors pour savoir, comment on fait pour partager le pouvoir, puisqu'on ne peut avoir qu'un seul président ? Est-ce que la solution ce lundi matin ensoleillé nous viendra de M. Weiss ? Non ? Qui a profité du week-end ensoleillé ? Alors, comment on fait ? Imaginons que voilà, vous deviez, ça y est, c'est fini, l'université vous a diplômé, vous avez fait votre cabinet d'avocat et vous avez des clients qui vous disent « Nous, on est deux groupes industriels, on veut constituer ensemble une SAS et on veut que le pouvoir soit partagé entre nos deux groupes. Et donc, on veut qu'il y ait... pas un président d'un groupe, mais qu'il y ait deux présidents. Alors, dans les statuts, oui. On règle la question dans les statuts, c'est vrai, et vous vous rappelez de l'arrêt qu'on avait évoqué la semaine dernière, qui disait précisément que la question de la direction de la SAS est réglée exclusivement par ses statuts. On en reparle dans un instant de cet arrêt. Mais comment on fait puisqu'on ne peut avoir qu'un seul président ? Alors, oui, introduire une clause dans les statuts vient à votre secours une personne extérieure à cet amphithéâtre, enfin, je crois peut-être, mais en tous les cas, comment on fait alors, puisqu'on ne peut avoir qu'un président, si on dit que le président, il représente le groupe A, les gens du groupe B ne sont pas contents. Quel système on peut trouver ? Il y a un système qui est satisfaisant pour les juristes sur le papier, et il y a un système
auquel on peut réfléchir ensemble, et vous pouvez y arriver ensemble. Dans tous les cas, il va falloir utiliser cette autre institution qui est le directeur général. Il y a d'autres solutions qu'on peut envisager. C'est là que c'est intéressant, c'est qu'on est en train de réfléchir à ce qu'on pourrait appeler des montages, puisqu'on va mettre en place une organisation particulière pour que nos deux associés aient une représentation équivalente en termes de pouvoir dans la société. Quelqu'un nous dit on pourrait nommer un DG dans les statuts auxquels on délègue certains pouvoirs du président. Alors, première chose, quand on dit on peut nommer un DG dans les statuts auxquels on délègue certains pouvoirs du président, pourquoi est-ce que cette réponse-là appelle, non pas une critique, parce que je vous remercie beaucoup de la donner, elle nous permet précisément de discuter, mais où est-ce qu'il y a une petite imprécision là-dedans? Oui. Alors, le président peut déléguer ses pouvoirs. Le système de la délégation de pouvoir, on l'avait vu au premier semestre, on en reparle là aussi dans un instant, parce que ça a posé des difficultés particulières, on peut le mettre en place. Mais pourquoi est-ce qu'il y a une petite imprécision dans l'idée que le président délègue ses pouvoirs au DG? Oui. Exactement. Le DG a des pouvoirs propres, il est visé par la loi, il est visé par l'article L227-6 du Code de commerce. Depuis qu'en 2003, on a introduit le directeur général dans les textes de la SAS. Donc, il n'y a pas besoin de lui déléguer des pouvoirs que le président... Vous avez des statuts de SAS qui disent ça, qui disent que le président peut déléguer ses pouvoirs à un directeur général. Et c'est vrai que quand on l'appelle directeur général délégué, on se dit « Ah mais oui, c'est de la délégation de pouvoir ». Mais en réalité, ce n'est pas comme ça que ça marche en principe, puisqu'on vous dit que les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes, autres que le président, portant le titre de directeur général ou directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés au président par le présent article. Donc on n'a pas besoin, s'il vous plaît, merci, on n'a pas besoin de déléguer les pouvoirs du président au directeur général délégué. Mais, et c'est la réponse des juristes, qu'est-ce qu'on pourrait dire à nos deux groupes? Il y en a un qui va être président, si on donne à l'autre le poste de directeur général, est-ce qu'en termes de pouvoir, il y a une parfaite égalité entre les deux? Alors, on pourrait faire tourner la présidence, c'est-à-dire dire qu'une année c'est le groupe A qui nomme le président, l'année d'après c'est le groupe B, puis à nouveau le groupe A. Ça se fait effectivement, une présidence tournante, alternée, ça se rencontre dans les filiales communes constituées sous forme de SAS. Mais imaginons qu'on veuille éviter des changements de président parce que ça perturbe les choses. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une égalité de pouvoir avec un président et un directeur général? Est-ce qu'on respecterait cette égalité? Le texte nous dit « Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président peuvent exercer les pouvoirs confiés au président. » Donc oui, on peut tout à fait donner dans les statuts, et à l'égard des tiers, j'insiste bien là-dessus, à l'égard des tiers, vous avez par principe les mêmes pouvoirs pour le président et le directeur général. Donc c'est possible de dire au groupe B, ben vous n'avez pas la présidence, mais vous avez le pouvoir de nommer le directeur général, et le directeur général, il a les mêmes pouvoirs que le président. Où est-ce que ça coince? Et pourquoi est-ce que j'ai dit que c'était quelque chose qui satisfaisait les juristes, mais peut-être pas parfaitement les entrepreneurs?
C'est psychologique en réalité. Oui ? Voilà, le fait de ne pas avoir le titre de président. On peut aussi effectivement avoir un président qui va être une personne morale, et cette personne morale peut avoir deux antennes qui vont être, ça peut être une SARL par exemple, elle va avoir deux gérants, donc finalement on a un président personne morale qui a comme représentant deux personnes, une groupe A, une groupe B. C'est vrai, on peut faire ça. Mais c'est peut-être un peu compliqué et enfin, c'est une solution qu'on peut utiliser aussi, hein, mais l'idée en tous les cas, c'est que si on a quelqu'un qui est président et quelqu'un qui est directeur général, sur le papier, ils ont les mêmes pouvoirs, mais le titre de président est toujours vu comme très supérieur et donc cela peut poser problème. Donc, on peut recourir à une autre solution qui est personne n'est président, puisque c'est la solution que vous venez d'évoquer. On peut aussi avoir un autre système qui est de dire que dans notre société, c'est un peu encore personne n'est président. On a un président qui a un rôle de signature, de représentation. De par les statuts, on lui retire tout pouvoir autre que celui d'être représentant de la société, et groupe A et groupe B ont chacun un directeur général avec lui les pleins pouvoirs. L'un d'entre vous a évoqué un droit de veto. C'est quoi un droit de veto ? Vous devriez le savoir. C'est tellement évident que personne ne répond. On va en boîte, ah non, moi je mets mon veto. Est-ce que vous avez un droit de veto dans un groupe d'amis pour savoir ce qu'on fait ce soir ? Peut-être. Peut-être quelqu'un d'autoritaire. Vous pouvez bloquer une décision. Donc effectivement, voilà. C'est le pouvoir de s'opposer. Vous pouvez avoir, dans les statuts, ou ça peut être une loi qui le prévoit, mais c'est rare, vous pouvez avoir un droit de veto, c'est-à-dire le droit, non pas de décider, mais le droit d'empêcher une décision. Vous avez ça, je vous donne une illustration d'un droit de veto qu'on peut consentir. Si vous faites rentrer des investisseurs dans votre société, ces investisseurs, eh bien, ils peuvent demander, je vois des commentaires amusants, ces investisseurs peuvent demander à avoir un droit de veto sur certaines décisions. Par exemple, est-ce que la société peut emprunter auprès d'une banque ? On pourrait prévoir. Alors, ce n'est pas dans les statuts, à mon avis, c'est plutôt dans un pacte d'actionnaires qu'il y a un droit de veto. Moi, si je suis une entreprise, un fonds de capital investissement, par exemple, je n'ai pas envie que la société aille emprunter auprès d'une banque. Et donc, on peut prévoir qu'avant qu'elle le fasse, elle doit me demander une autorisation. Et je peux la refuser. Ça peut être après pour d'autres choses. Par exemple, est-ce que la société peut changer d'activité ? En principe, pour changer d'activité, il faut modifier l'objet social, décision prise avec une majorité particulière. J'ai peut-être pas assez d'actions pour bloquer, pas assez de droit de vote pour bloquer la décision, mais j'ai peut-être obtenu un droit de veto qui fait que je peux du coup, eh bien, alors même qu'il y a la majorité pour modifier les statuts, je peux empêcher la prise de décision en disant « mais moi, j'exerce mon droit de veto et je bloque ». Est-ce que ça vous semble uniquement un avantage de consentir un droit de veto ou est-ce qu'il peut y avoir des risques, des inconvénients attachés à ça ? Testons un peu vos réflexes de juriste. Est-ce que vous trouvez à vue de nez comme ça que c'est une bonne chose ou pas ? Vous avez 10% des actions de la société, mais vous avez le pouvoir d'empêcher que des décisions de changement d'activité, de recours à un crédit bancaire soient prises. Non ? C'est quoi le danger ? Ça ?
Alors, pour la société, c'est vrai que c'est un blocage, parce que pour la société, enfin, c'est le mécanisme même, mais pour la société, ça veut dire que non seulement il faut la majorité prévue par les statuts, mais il faut aussi qu'un tel ne soit pas contre. Donc c'est sûr que ça bloque la société. Mais je pensais à vous. Si on vous dit, à vous, mademoiselle, on vous consent un droit de veto, est-ce que vous êtes contente de ce pouvoir qui vous est donné, ou est-ce que vous vous dites, attention, c'est peut-être une responsabilité aussi? Où pourrait être le danger pour vous si vous exercez votre droit de veto? Mademoiselle, derrière, vous avez... Alors, effectivement, on peut penser à but minorité déjà. C'est-à-dire que, vous vous rappelez de cette notion, le minoritaire qui bloque une décision importante pour la société, si vous avez un droit de veto qui est, effectivement, oui, de grands pouvoirs implique de grandes responsabilités, je suis d'accord, mais si vous avez un droit de veto par les statuts ou par un pacte qui ne dépend pas du nombre de droits de vote que vous avez, mais qui vous a été consenti statutairement ou contractuellement, le résultat, c'est que vous pourriez vous rendre coupable d'abus de minorité si on peut montrer que vous bloquez, une décision essentielle, et deux, que vous la bloquez pour vous avantager. Mais même si ce n'est pas pour vous avantager, on pourrait vous chercher des noises en vous reprochant d'avoir bloqué une décision importante, pas forcément abus de minorité où on peut demander au juge de nommer quelqu'un pour voter à votre place, mais ça peut être juste de la responsabilité civile, anciennement article 1382, désormais article 1240 du Code civil, et je crois que cette semaine, je le dis, ce n'est pas notre matière ici, mais il va y avoir une présentation de l'avant-projet de loi sur la responsabilité civile modifiée pour tenir compte des observations qui ont été faites suite à la diffusion du premier projet. En tous les cas, sur la responsabilité civile, vous pourriez engager votre responsabilité civile si vous avez bloqué la décision. Pourquoi? Parce que la société a besoin de crédit rapidement, il y a seulement une banque qui est en mesure de fournir ce crédit, et vous vous dites « Ah non, mais les banques, moi j'ai pas confiance, j'ai eu une mauvaise expérience avec mon banquier, donc je bloque », et vous avez empêché la société d'avoir un crédit quand elle en avait le plus besoin, et le résultat, c'est que vous lui avez causé un préjudice. On peut aussi imaginer une autre... Imaginons qu'il faille votre intervention pour toute une série de décisions. Dès que la société veut engager plus de 5 000 €, vous avez un droit de veto. Ça veut dire que très fréquemment, on vient vous voir pour vous demander si vous exercez ou non votre droit de veto. Réflexe qu'il faut avoir alors que vous n'êtes qu'un associé minoritaire. Qu'est-ce que ça pourrait entraîner comme qualification pour vous ? Si on vous sollicite beaucoup, le président passe son temps à venir vous voir pour vous demander s'il peut faire ci ou ça. Oui ? Voilà, il faut avoir ce réflexe qui est de se dire « Attention, je n'ai pas envie, si mon droit de veto porte sur toutes les décisions finalement de la société, d'être vu comme dirigeant de fait, parce que, bon, je n'ai pas le pouvoir de décider, mais j'ai le pouvoir d'empêcher, et du coup, on pourrait se dire « Attention, on est peut-être face à quelqu'un qui n'est plus seulement associé avec un droit de veto, mais qui est un véritable dirigeant de fait. » Donc, voilà, ce droit de veto, on peut le rencontrer dans des statuts de société. Quand il existe, il peut bénéficier à un associé, il peut bénéficier à un tiers, il peut aussi bénéficier à des dirigeants. On a un arrêt, alors c'est un arrêt que j'ai commenté, un arrêt du 16 février 2016 de la Chambre commerciale de la Cour de cassation. Oui, pour répondre à une question qui est posée très pertinemment, si la société a besoin du crédit et que le droit de veto est exercé,
celui qui a le droit de veto dit non, vous n'allez pas avoir une banque, moi j'exerce mon droit de veto, le président peut passer outre, mais s'il le fait, attention, parce qu'il est en train de commettre une faute qui consiste à violer les statuts. La bonne attitude, à mon avis, pour le président sur le papier, parce qu'après, s'il a très besoin du crédit tout de suite, eh bien, il ne peut peut-être pas attendre, il y a des salariés qui veulent être payés, mais sur le papier, la bonne attitude, ou des fournisseurs très importants pour la société, comment on fait? Sur le papier, la bonne attitude, ça serait de demander, de dire aux associés, attention, on a un problème, les statuts ou une convention prévoient un droit de veto qui est très gênant pour la société. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Il faut modifier les statuts. Je vous demande de modifier les statuts. Et si vous ne le faites pas, sachez que je ne peux plus exercer normalement mes fonctions de dirigeant. Après, une autre solution peut être de passer outre le droit de veto. Ça ne veut pas dire que l'octroi du crédit ne va pas être valable, mais ça veut dire quand même que le président qui fait ça prend un risque parce qu'il viole les statuts, ce qui est une faute, ce qui est une cause d'engagement de sa responsabilité. Ça, c'est un problème. Et puis, si vous avez le minoritaire qui a le droit de veto, qui voit que vous passez outre, qu'est-ce qu'il va faire, ce minoritaire, s'il est spécialement remonté pour vous empêcher d'avoir votre crédit? Il va prendre contact avec la banque en disant « Attention, je suis associé de la société à laquelle vous vous préparez à faire un prêt important. Je vous signale que ce prêt n'est pas autorisé par les statuts. » Et il est possible que la banque se dise « Ouh là là, mais moi je ne veux pas prendre ce risque. » Et dans ce cas-là, la banque va geler l'opération jusqu'à ce qu'on n'ait plus exercice du droit de veto. Donc quand on met un droit de veto dans les statuts, il faut faire attention. Parce que ce droit de veto, eh bien, il peut gêner beaucoup les activités de la société. Oui ? Alors, le droit de veto, il est effectivement, c'est une limitation statutaire des pouvoirs du dirigeant qui va être inopposable au tiers, mais, et c'est vrai que, comme je l'ai dit, ça ne devrait pas entraîner une nullité. L'exercice du veto et le non-respect du veto, ça ne doit pas entraîner une nullité de l'octroi du crédit. Mais je pense que le banquier qui se prépare à débloquer les fonds, s'il reçoit une espèce d'assignation ou de lettre très menaçante d'un associé qui lui montre un article des statuts et qui lui dit qu'on n'a pas respecté la procédure prévue par les statuts, va peut-être se dire « Ouh là là, je préfère éviter qu'on me dise que j'ai fait une opération ». Parce que même si la limitation statutaire est inopposable au tiers, et même si la jurisprudence nous a dit que ça valait, même si le tiers était de mauvaise foi, même s'il avait connaissance de la limitation statutaire, je ne sais pas si 100% des établissements de crédit oseront passer outre une lettre qui leur donnera copie d'un article des statuts et en leur disant qu'il n'est pas respecté. Donc, le droit de veto, oui, je vous parlais de cet arrêt, donc Chambre commerciale 16 février 2016, c'est un arrêt qui est numéro 14-23093, et c'est un arrêt qui prenait, nous donnait la solution suivante, qui était que le droit de veto, l'exercice du droit de veto, ne résultait pas d'une simple abstention. Vous aviez une SAS avec un président et un directeur général, et il était prévu dans les statuts qu'ils avaient les mêmes pouvoirs, mais on avait prévu que le président avait un droit de veto sur les décisions du directeur général. La question était la suivante, est-ce que le fait que le président n'approuve pas une décision du directeur général, est-ce que ça valait exercice du droit de veto? Réponse donnée par la Cour de cassation, non, l'abstention ne suffit pas à valoir exercice du droit de veto, mais ce n'est pas un arrêt de principe avec un attendu de principe, c'est même pas un arrêt publié au bulletin. L'idée, c'était avec les statuts de cette société-là.
D'ailleurs, c'est un arrêt qui est assez étonnant parce qu'il est rendu, le visa, c'est aussi les statuts de la société, chose que je ne crois pas avoir souvent vue. En tous les cas, l'idée, c'est que, en principe, pour exercer un droit de veto, il faut faire un acte positif. Il faut dire non. Ou autre chose, la forme prévue par les statuts. Si les statuts disent qu'il faut écrire non, vous écrivez non. Bon, bref, on ne va pas multiplier les exemples, mais vous pourriez avoir, très dangereux et à mon avis à éviter, des statuts qui prévoient que le droit de veto, c'est le silence gardé par le président pendant 15 jours. Mais ça serait absurde d'avoir ça, parce que ça voudrait dire que quand le directeur général prend une décision, pendant 15 jours, mieux vaut ne pas bouger, parce que peut-être que le président... Enfin, on ne sait pas ce qui va se passer dans les 15 jours. Si le président n'a rien dit, alors la décision est caduque, elle n'était que provisoire. En fait, ça ressemblerait à quoi ce droit de veto que je suis en train de vous décrire? Pourquoi est-ce que ce n'est pas vraiment un droit de veto? Le droit de veto par abstention, ça revient à quoi en réalité? Oui? Condition suspensive d'approbation, en tous les cas, ça serait un mécanisme d'autorisation. Vous pouvez faire des choses, mais il vous faut l'autorisation du président. Et donc, en principe, vous allez plutôt commencer par demander l'autorisation du président, et ensuite, vous allez prendre la décision. Mais bon, en tous les cas, voilà cet arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, 16 février 2016. Il illustre l'utilisation de ce mécanisme du droit de veto qu'on rencontre dans certaines sociétés. Président, directeur général, et ça n'est pas tout en réalité, puisque dans la SAS, vous pouvez avoir, je vous l'ai dit, toutes sortes d'organes avec des noms incroyables. Les statuts font ce qu'ils veulent, puisque l'article L227-5 nous dit, je vous le rappelle, les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. On avait évoqué la fois dernière le conseil des grands Jedi, par exemple, mais si vous aimez la fourrure, ça peut être le conseil des Wookiees. Voilà, vous avez libre choix. Qui est fan de Harry Potter, de Star Wars, enfin bon voilà, chacun peut donner libre cours à son imagination. Je n'ai pas l'impression, mais je n'ai pas lu tous les statuts des SAS de France, mais qu'on est vraiment utilisé à plein. Je ne sais pas, je ferai une société, je lui donnerai, je mettrai dans les statuts des choses incroyables et je ferai après, je diffuserai mes statuts pour montrer, regardez comme on est malin, comme on est drôle, regardez ce qu'on a fait. On a un conseil des Wookiees et on s'oblige quand on prend nos décisions à ne parler que le langage des Wookiees, que j'imite très mal, mais voilà, vous imaginez. Bref, voilà. Bon. Ça c'est fait. Et maintenant, donc, plus sérieusement, dans les organes, je ne regarderai pas les messages qui vont passer pendant les 5 prochaines minutes, dans les organes, disais-je, de la SAS, on peut mettre ce qu'on veut. Ce que vous voyez en pratique, et c'est tout de suite beaucoup moins drôle que le conseil des Wookiees, ce que vous voyez en pratique, c'est, oui d'accord, ce que vous voyez en pratique, c'est beaucoup, quoi, un comité exécutif, j'allais dire un triste comité exécutif, qu'on a appelé comme ça pour pas faire un conseil d'administration, pour dire qu'on avait fait quelque chose d'un peu original. Voilà. La grande question qui se pose, et c'est une difficulté importante que pose la SAS, après vous avoir diverti, je capte à nouveau votre attention, grande difficulté que pose la SAS, c'est quel est le statut exact de ces dirigeants lorsque ce ne sont pas le président ou le directeur général, mais lorsqu'il s'agit de membres du comité exécutif, d'un conseil d'administration, d'un conseil de surveillance ou, à nouveau, pourquoi pas, du comité des grands Wookiees. Comment ça se passe avec ces organes qui sont créés, qui sont inventés par les statuts? Ces organes posent pas mal de questions, parce que vous avez des textes sur la SAS qui vous disent, sur les conventions réglementées dans la SAS, l'article L227-10, par exemple, dont on a parlé, il vous parle des conventions
intervenu entre la société et son président ou un dirigeant. Si un membre du comité exécutif fait un contrat avec la société, est-ce qu'il faut appliquer la procédure des conventions réglementées? Oui, s'il est dirigeant. Comment est-ce qu'on sait si le membre du comité exécutif est dirigeant? Oui. En fonction de ses pouvoirs. Mais vous voyez que ce n'est pas une solution formidable, parce que ça veut dire que SAS par SAS, organe par organe, il faut regarder. Là, ils ont fait quoi? Ils ont fait un comité exécutif dont les pouvoirs sont... Où est-ce qu'on a une définition du dirigeant en fonction de ses pouvoirs? Dans les statuts, mais les statuts de cette SAS disent peut-être ce ne sont pas des dirigeants. Est-ce que les statuts sont souverains pour dire ça? Non. C'est le juge éventuellement qui va qualifier. Il y a un contrat qui est fait avec la société par ce membre du comité exécutif. On n'applique pas la procédure des conventions réglementées et puis un associé minoritaire où la société va dire on aurait dû appliquer la procédure et là on va regarder, ah bon, mais pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas appliqué? Ah mais moi je ne suis pas dirigeant, c'est écrit dans les statuts, mais si vous êtes dirigeant, vous avez des pouvoirs de dirigeant. Bref, ce n'est pas évident de savoir comment qualifier de dirigeant. Bon, on comprend que c'est quelqu'un qui a un pouvoir de direction, merci, mais ce n'est pas évident de dire dans des statuts, à la lecture des statuts d'une SAS, avec certitude, si tel ou tel organe est un organe de direction ou non. Ce que l'on sait, c'est que dans la société anonyme, où là on a président, directeur général, pas de problème dans la SAS, ils sont dirigeants. Dans la société anonyme, qui peut servir de base de comparaison, est-ce que les administrateurs, les membres du conseil d'administration, sont des dirigeants? Petite révision express. Oui. Vous osez dire oui après avoir suivi ce cours? Les administrateurs de sociétés anonymes sont des dirigeants? Il n'y a que vous qui pensez ça ici? Bon, j'ai réussi à former correctement une personne, je vous remercie, puisque effectivement, les administrateurs ont la qualité, bravo, félicitations, les administrateurs ont la qualité de dirigeants. Bon, voilà, ça surprend toujours les administrateurs dans la vraie vie quand on leur apprend qu'ils ont la qualité de dirigeants, et si la société est mise en liquidation judiciaire, ils peuvent engager leur responsabilité pour faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actifs. Donc eux ont la qualité de dirigeants. Les membres du conseil de surveillance, dans la SA à directoire et conseil de surveillance, dirigeants ou pas dirigeants? Vous avez rempli votre mission pour ce matin. Non, eux, effectivement, ne sont pas dirigeants, puisque la différence, vous vous en rappelez, entre la SA à conseil d'administration et la SA à directoire et conseil de surveillance, c'est que dans la deuxième forme, dite à l'allemande ou dualiste, dans la deuxième forme, vous m'avez appuyé M. Weiss, dans la deuxième forme, et pas que lui, dans la deuxième forme, on a scindé effectivement les pouvoirs pour qu'il y ait le directoire où là ils sont dirigeants à coup sûr, les membres du directoire, et un organe qui ne fasse que contrôler la direction mise en œuvre donc par le directoire. Voilà nos éléments de comparaison. C'est pas évident ensuite de savoir, quand vous prenez un organe de SAS qui s'appelle conseil d'administration, mais que vous lui retirez certains des pouvoirs du conseil d'administration de la SA. À quel moment est-ce qu'il n'est plus dirigeant? La question est loin d'être facile. Vous lui avez peut-être retiré des pouvoirs, mais vous lui en avez donné d'autres. Du coup, est-ce qu'il est vraiment dirigeant? Est-ce qu'il n'est pas dirigeant? Ça fait partie des difficultés principales que soulève la SAS. Et ça pose d'autres questions. Est-ce que vous avez commis un délit qui s'applique aux dirigeants de la SAS? Eh bien, peut-être, si vous êtes membre d'un organe de direction. Non, si vous n'êtes pas membre d'un organe de direction, il y a un véritable enjeu à qualifier de dirigeant
ces organes statutaires de la SAS. Autre question délicate, si vous commettez une faute dans l'exercice de vos fonctions, est-ce que vous bénéficiez de la théorie de la faute séparable des fonctions? C'est-à-dire, est-ce que si un tiers veut engager votre responsabilité, c'est par principe celle de la société qui est engagée, sauf à montrer une faute séparable? Là encore, on peut se poser la question parce que ça bénéficie aux organes de la société, mais est-ce que ce n'est pas seulement les organes légaux? Et question dans la question, mais comme la loi dit que les statuts de la SAS déterminent les conditions dans lesquelles elle est dirigée, est-ce que les organes créés par les statuts sur délégation du législateur, pourrait-on dire, est-ce que ce ne sont pas des organes légaux quand même? Bon, on peut, enfin, ça fait partie des questions, je les ai posées par écrit, d'autres l'ont fait sans doute bien mieux que moi, mais on n'a pas de réponse là-dessus de la jurisprudence aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que président et directeur général sont des organes légaux, ce sont même des représentants légaux. Eux, ils bénéficient de la théorie de la faute séparable des fonctions. Mais ces organes non statutaires, ils ont quand même, pour le coup, une situation qui n'est pas toujours très claire. Une autre question que posent ces organes, c'est la question de la publicité que l'on doit donner à la désignation de personnes pour occuper ces fonctions. La SAS, comme société commerciale, est soumise, et société immatriculée au registre du commerce et des sociétés, elle est soumise aux règles de publicité légales qui s'appliquent aux sociétés commerciales. Et elle est soumise notamment à un article que vous avez dans votre code des sociétés, qui est l'article R123-54 du Code de commerce. C'est dans la partie du Code sur le registre du commerce et des sociétés. Et ce texte nous dit que la société qui est immatriculée au RCS doit déclarer quoi? Elle doit déclarer les noms des directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du directoire, administrateur, président du conseil, etc., etc. Donc vous avez toute une liste de personnes que la société doit déclarer. Si elle nomme des administrateurs, elle doit donner leur identité au registre du commerce et des sociétés. Pourquoi est-ce qu'elle doit faire ça? Parce que ces personnes sont ensuite identifiées et leur identité est communiquée aux tiers. Quand la société va, vous vous rappelez, on en a parlé, demander un extrait K bis, qui est un peu l'équivalent, on le dit toujours, de la carte d'identité de la société, sur cet extrait apparaissent les administrateurs de la société. C'est important qu'il y ait le président ou les directeurs généraux, parce que si vous voulez signer un contrat avec une SAS, c'est bien de savoir si la personne qui va signer, elle a vraiment une existence officielle. Donc si vous vous préparez à faire un chèque très important pour acheter un bien à une société, c'est bien de vérifier que la personne qui est en face, que la société existe et que la personne qui est en face, qui dit qu'elle est le président, c'est bien de vérifier qu'elle est effectivement le président. Et ça, vous le voyez comme on dit, en sortant ou en levant, comme disent les avocats, un extrait K-bis, ça coûte, je crois, aux alentours de 3 €. Enfin, je dis je crois, c'est aux alentours, je ne sais pas si c'est juste en dessous ou juste au-dessous. En tous les cas, vous avez identification du président, des directeurs généraux. Est-ce que, imaginons qu'une SAS ait des administrateurs. Est-ce qu'il est intéressant que les administrateurs figurent sur l'extrait K-bis de la société? Ça peut entraîner quoi? Enfin, c'est intéressant pour qui qu'ils y figurent ou qu'ils n'y figurent pas. Si vous êtes administrateur vous-même, on vous a nommé administrateur d'une société, quel est l'intérêt pour vous d'apparaître sur le K-bis de la société? C'est une question, pour le coup, pratique que je pose.
est-ce que le fait d'être sur le CABIS permet de bloquer des décisions? C'est-à-dire que si vous avez un droit de veto, par exemple, en tant qu'administrateur, et que vous vouliez l'exercer, est-ce qu'on pourrait vous dire non, non, vous n'êtes pas sur le CABIS de la société, donc votre droit de veto, pour nous les tiers, il est inexistant. La société veut acheter un bien luxueux et vous trouvez que c'est une folie, vous exercez votre droit de veto, mais le vendeur vous dit mais non, mais vous n'existez même pas, vous n'êtes même pas sur le CABIS. Vous n'êtes pas sur le CABIS. Est-ce que c'est important d'être sur le CABIS dans la situation que je viens d'indiquer? Alors qu'on va acheter pour la société une voiture de luxe qui n'a absolument aucun intérêt, vous voulez exercer votre droit de veto et on vous répond ça. Vas-y là, t'es même pas sur le CABIS. Qu'est-ce que vous répondez? Ce sympathique vendeur qui se prépare à encaisser un chèque de la société. Avoir une certaine influence face aux tiers. Oui, c'est vrai, être sur le CABIS, ça permet de parler avec... si vous devez intervenir au nom de la société, si vous dites « je suis président, mais je ne suis pas sur le CABIS », vous n'êtes pas hyper crédible. Bon. Maintenant, si vous voulez exercer votre droit de veto, bon, vous pouvez arriver avec votre CABIS affiché sur la poitrine. Mais pourquoi est-ce qu'en réalité, dans l'exemple que je donne, être ou ne pas être sur le CABIS n'est pas une question importante? Alors, être ou ne pas être sur le CABIS? Absolument. La loi vous dit que les limitations statutaires des pouvoirs des dirigeants sont inopposables aux tiers. Donc, vous pourrez faire tout ce que vous voulez. Si le président veut acheter la voiture qui coûte très cher et qui est inutile pour la société, votre droit de veto, il est inopposable au tiers, qui est notre ami vendeur de voitures. Donc, dans mon exemple, être ou ne pas être sur le CABIS n'a pas d'incidence. Et une bonne réponse me vient maintenant. En revanche, c'est un inconvénient pour vous d'être sur le CABIS parce que le jour où on veut engager, le jour où un tiers veut engager la responsabilité des administrateurs de la société, par exemple parce qu'elle a fait faillite, liquidation judiciaire, et qu'il veut mettre en œuvre leur responsabilité, article L651-2 du Code de commerce, eh bien dans ce cas-là, il va se dire, bon, alors qui j'assigne aujourd'hui? Et il va sortir le CABIS de la société, et là, il va identifier les administrateurs de cette manière. Donc c'est pas intéressant. Si vous exercez vraiment vos fonctions d'administrateur, c'est pas utile pour vous ou pour la société, c'est plutôt un inconvénient pour les administrateurs d'apparaître sur le CABIS pour vous donner un panorama complet. Le seul impact positif que ça peut avoir, c'est, on peut en voir un ou deux. L'un, c'est, imaginons que après des années où vous avez exercé vos fonctions d'administrateur, on vienne vous dire que c'était un emploi fictif, entre guillemets, des fonctions fictives d'administrateur que vous avez exercé. On vous dira, regardez, vous n'étiez même pas sur le CABIS. Bon, le fait d'y être accréditera l'idée que vous étiez bien administrateur. Et puis, c'était un avocat fiscaliste qui avait évoqué le sujet, qui était que vis-à-vis de l'administration fiscale, quand vous avez des avantages attachés au fait d'être dirigeant, même si les limitations statutaires sont inopposables aux tiers, le fait de ne pas apparaître sur le CABIS peut, là encore, discréditer l'idée que vous êtes bien dirigeant. Donc ça peut avoir cet intérêt-là aussi. Donc, grande question qui s'est posée, qui est de savoir, est-ce qu'il faut faire figurer ces organes statutaires, les membres des organes statutaires de la SAS, sur le CABIS? Est-ce qu'il faut respecter l'article R123-54 lorsqu'il nous dit qu'il faut donner l'identité des administrateurs, des membres du conseil de surveillance, des membres du directoire, etc. Le problème de ce texte,
c'est qu'il a été fait avant que la SAS soit créée et il n'a pas été adapté à la SAS. Donc il ne dit pas qu'il faut donner l'identité des organes de la SAS ayant des pouvoirs équivalents à ceux de la société anonyme, etc. Il vous dit simplement qu'il faut donner l'identité, je vous dis, des administrateurs, membres du conseil de surveillance, etc. Grande question qui se pose, comment on fait? Est-ce qu'il faut regarder le titre? Est-ce qu'il faut regarder au cas par cas les pouvoirs qui sont accordés à tel ou tel organe de la SAS et dire si vous avez les mêmes pouvoirs qu'un administrateur de SA, alors il faut donner votre identité au registre du commerce et des sociétés. Vous avez eu des réponses de juridiction du fonds, vous avez eu des réponses du comité consultatif du registre du commerce et des sociétés. La position de ce comité, elle est généralement plus pour vous dire qu'il faut donner en toute hypothèse. La solution n'est pas, vous avez quelques arrêts qui sont indiqués en référence, sous l'article R123-54. Et voilà, on va vous dire, par exemple, il y avait un arrêt de cour d'appel de Paris qui avait été rendu sur le sujet. Voilà, qui vous disait que, à la rigueur, que même si les textes ne l'imposaient pas, il n'était pas interdit de mentionner l'identité des dirigeants. Mais bon, vous avez eu vraiment, vous pouvez avoir aussi bien au regard du titre porté que de l'appréciation des pouvoirs. La solution la plus cohérente, ça serait de dire il faut regarder les pouvoirs de l'organe. Mais même si c'est la solution la plus cohérente, c'est aussi la solution la plus exigeante. Parce que ça veut dire qu'il faut à chaque fois regarder au cas par cas. Et quand on a décidé que les pouvoirs étaient les mêmes que ceux d'un administrateur de SA, eh bien il faut être sûr de son coup et de sa décision, parce que peut-être que quelqu'un, lisant les statuts, considérera qu'il leur manque certains pouvoirs et donc ils ne sont pas complètement assimilables à des administrateurs de SA. Ça fait partie des questions, là encore, qui restent ouvertes aujourd'hui sur les SAS. Dernier point sur les organes de direction que je voulais voir avec vous, c'est la question des délégations de pouvoir. Et c'est une problématique qu'on va évoquer rapidement parce qu'aujourd'hui, c'est une question qui a été réglée pour le coup par la Cour de cassation. C'était la question des délégations de pouvoir en matière de licenciement. C'est une question qui s'est posée, mais qui montre bien les difficultés qu'on peut avoir avec la SAS. Vous avez, dans les sociétés qui ont un certain nombre de salariés, tous les documents relatifs à la vie du salarié, enfin la vie professionnelle, j'entends, ne sont pas signés par le président lui-même. Dans les grandes SAS, vous avez une direction des ressources humaines et vous avez un DRH ou une DRH qui va signer les lettres de licenciement, par exemple, pour les salariés. Et donc, pour que la procédure soit correctement faite, vous allez commencer par adresser au salarié que vous licenciez pour motif individuel, vous allez commencer par lui adresser une lettre de licenciement. Vous savez que le salarié qui conteste son licenciement, eh bien, si son avocat fait bien son travail, il va regarder si la procédure a été correctement suivie. Et vous avez des avocats de droit du travail qui avaient trouvé un argument qui était de dire « attention », ils avaient pris leur code de commerce et ils avaient dit « dans la SAS, je vois qu'elle est représentée, article L227.6, par un président, éventuellement par un directeur général. Mais il n'a jamais été dit que ces personnes-là pouvaient faire une délégation de pouvoir à un directeur ou une directrice des ressources humaines. Cela n'a jamais été dit entre nous parce qu'on a fait très peu de textes sur la SAS et que vous n'avez pas de texte pour les autres sociétés sur la délégation de pouvoir, donc on n'a pas encadré plus la délégation de pouvoir dans la SAS que dans les autres sociétés. Certains juges, certaines cours d'appel ont été séduites par ce discours et ont dit « mais c'est vrai, ça dit donc, il n'y a pas de texte qui autorise
un président de SAS a délégué ses pouvoirs à quelqu'un qui serait DRH. Et donc le résultat, c'est que vous avez des cours d'appel qui ont dit « mais non, mais c'est pas valable, la lettre de licenciement n'est pas valable puisqu'elle a été signée par quelqu'un qui ne peut pas représenter valablement la société ». Ces arrêts de cour d'appel ont été rendus. Alors vous en avez qui ont dit « ah oui, mais c'est valable, mais uniquement si les titulaires de délégation de pouvoir figurent sur le cabis de la société ». Vous en avez qui ont dit « c'est pas possible du tout parce que la loi ne l'autorise pas ». Donc c'est le président qui doit tout signer. Quand vous avez des milliers de salariés, vous comprenez que ça va être un petit peu compliqué. Et donc, pendant un moment, il y a eu un flottement, c'est-à-dire qu'on ne savait pas comment signer, sans risque de contestation, les lettres de licenciement dans les SAS. Donc, vous aviez une période où on faisait tout signer au président et on attendait que la Cour de cassation se prononce. Et la Cour de cassation s'est prononcée par deux arrêts qui sont deux arrêts rendus. Alors, ce n'est pas la chambre mixte, c'était une chambre mixte. On dit une chambre mixte parce qu'il n'y a pas une seule chambre mixte. C'est quand plusieurs chambres se réunissent, alors elles forment une chambre mixte. Et là, donc, c'était une chambre mixte qui réunissait notamment la chambre commerciale et la chambre sociale de la Cour de cassation. Et vous avez deux arrêts, donc en date du 19 novembre 2010. Ces arrêts disent quoi? Ils disent que, 1. La délégation de pouvoir, c'est une forme de mandat, première chose. 2. Elle est possible dans la SAS, donc on est rassuré. 3. Elle peut être tacite et résulter des fonctions d'un salarié. Donc si vous êtes DRH, vous avez vraisemblablement le pouvoir de signer les lettres de licenciement, même si on ne vous a pas dit le président vous donne expressément délégation de son pouvoir de signer les lettres de licenciement. Si vous occupez le poste de DRH, vous avez tacitement, implicitement cette délégation de pouvoir. Et dernier apport de ces arrêts, possibilité pour la société de ratifier, c'est-à-dire que la société peut, a posteriori, décider que celui qui a agi sans délégation de pouvoir, eh bien, on lui reconnaît le pouvoir. Dernière question, du coup, voilà, le débat a été réglé, on n'a plus de contestation sur ce point, puisqu'on vous dit, même si celui qui signe la lettre de licenciement n'avait pas le pouvoir de le faire quand il a signé, la société peut, après coup, lui reconnaître ce pouvoir, et comme c'est une question qui va rester, enfin, c'est une question interne, du coup, à la société. Question qui reste en suspens, est-ce que ceux qui ont des délégations de pouvoir doivent être mentionnés au cabis? Alors, quelqu'un dit, régime de droit commun alors en matière de délégation, pourquoi le régime spécial doit-il toujours l'emporter? Non, ce n'est pas un régime spécial, on nous dit la délégation de pouvoir, c'est un mandat, et on a fait application de solutions qui découlent de cela. Donc ce mandat, vous pouvez après coup eh bien, reconnaître à celui qui a agi au-delà de ses pouvoirs, vous pouvez ratifier son acte, et dans ce cas-là, le tiers ne pourra plus contester l'acte qui a été fait sans pouvoir. Dernier point, en réalité, on peut toujours se demander, voilà, je retrouve la mention particulière, dans la mesure où donc, il faut déclarer l'identité également des personnes, voilà, c'est toujours l'article R123-54, on vous dit qu'il faut déclarer aussi les associés et tiers
ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société. Et donc, en réalité, la solution qui est aujourd'hui, alors on l'a déduit de ces arrêts de 2010, mais le fait que celui qui a une délégation de pouvoir, il n'y a pas à communiquer son identité au RCS. Et si on le faisait, ça voudrait dire que les cabis pourraient faire des pages et des pages, parce que les grandes sociétés, elles ont donné des dizaines, des centaines, des milliers de délégations de pouvoir, de subdélégations. Donc la solution qui est retenue, c'est pas de publicité légale qui porte sur les délégations de pouvoir. Et pourtant, quand on lit le texte, et effectivement c'est confirmé, l'un d'entre vous l'indique par une réponse ministérielle. Mais quand on lit le texte, ce que l'on voit, c'est que le texte nous dit quand même qu'il faut donner l'identité des associés et tiers ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société. Si vous êtes titulaire d'une délégation de pouvoir, parce que vous êtes DRH, parce que vous êtes directeur du contentieux, parce que vous êtes directeur des achats, vous avez le pouvoir d'engager à titre habituel la société. Donc, à suivre le texte, eh bien, il faudrait donner publicité légale aux délégations de pouvoir et au changement de délégation de pouvoir. Ce n'est pas la pratique. On a à peu près terminé sur les organes de direction. Je vous rappelle, parce qu'on en avait parlé la fois dernière, je vous rappelle cet arrêt important rendu récemment par la Cour de cassation, Chambre commerciale 25 janvier 2017, numéro 14-28-792. Donc, Chambre commerciale 25 janvier 2017, numéro 14-28-792, arrêt avec tous les signes P plus B plus R plus I, donc arrêt avec la plus large diffusion, les deux bulletins, le rapport annuel, le site internet de la Cour de cassation, arrêt qui nous dit que seuls les statuts de la SAS fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. Je vous rappelle que cet arrêt répond à une question qui n'est pas une question incroyable, hein. Enfin, ce n'est pas une question très difficile. C'était, est-ce qu'une personne... je vous avais évoqué ou pas les faits de l'arrêt? Vous l'avez vu ensemble ou pas? Non. Je reviens rapidement dessus. Vous avez une personne qui vend ses actions, c'est une société anonyme, elle vend ses actions de la société anonyme, et on lui met une clause qui dit que si dans les 2 ans qui viennent, le résultat de la société, le chiffre d'affaires de la société, le chiffre d'affaires baisse, et que le vendeur est encore administrateur de la société, alors il devra rendre une partie du prix. La société est transformée peu de temps après la vente. Voilà, clause, on l'avait dit, de lose out. La société est transformée peu de temps après la vente en SAS. Mais la clause est encore là. Dans le contrat de vente d'actions, la clause est encore là. Et donc, on va regarder si les conditions de la clause sont remplies. Et ceux qui ont acheté la société, ils le font parce qu'ils ont un intérêt à faire jouer la clause. S'ils font jouer la clause, ils peuvent demander au vendeur qu'il leur rende une partie du prix. Le chiffre d'affaires a baissé. Première condition est remplie. Deuxième condition, est-ce que M. X, qui était le vendeur, est toujours administrateur de la société? Les statuts de la SAS nouvelle forme ne mentionnent pas qu'elle a un conseil d'administration. Mais, dans les faits, on a gardé un conseil d'administration. Et même, ça va plus loin que dans les faits, et M. X était administrateur. Il était administrateur avant la transformation, il avait continué à siéger dans un conseil d'administration après. Et on a, sur le cabis, indiqué que M. X était administrateur, on a des PV d'Assemblée Générale qui parlent de rapport du conseil d'administration. Bref, ce conseil, il existait dans les faits, mais pas dans les statuts.
Question, est-ce que M. X était administrateur? Réponse de la Cour de cassation, non. On ne peut regarder, nous dit-elle, que les statuts. C'est vrai que c'est un arrêt qui est intéressant, parce que si on s'arrête là, la solution qu'il donne, c'est une solution qui est une solution ordonnée. Pour parler simplement, c'est déjà le bazar dans les SAS. On doit déjà regarder des statuts qui peuvent être faits de manière toujours différente. On ne va pas regarder non seulement des statuts, mais en plus, oui, mais il avait un badge avec marqué administrateur, donc c'est sans doute qu'il était administrateur de la société. Bon, à un moment, stop, les statuts, rien que les statuts. Là où l'arrêt, et c'est la difficulté si on devait commenter cet arrêt, là où l'arrêt est plus compliqué à lire, c'est que quand il dit « seuls les statuts de la SAS fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée », cet arrêt vient menacer. Alors, menacer, vous savez, les juristes aiment bien, pour montrer que c'est très important ce qu'ils sont en train de vous montrer, dire « attention, sonnez l'alarme, un risque terrible pour toutes les sociétés ». Je ne dis pas un risque terrible, je dis simplement, quand on lit l'arrêt, on se pose la question, est-ce que les juges ont voulu aussi menacer les pactes d'actionnaires? Puisqu'il est très fréquent que, quand vous avez un fonds d'investissement, pour parler simplement, qui entre au capital d'une société, d'une SAS par exemple, il va dire, moi je rentre au capital, je prends 40% du capital, mais moi je fais un apport en numéraire alors que les autres actionnaires ont peut-être un apport différent ou ne libèrent pas leur apport tout de suite, ou il va peut-être prendre beaucoup plus. En tous les cas, il va rentrer ce fonds et il va demander qu'on lui donne, par exemple, un droit de veto qu'on va mettre dans un pacte d'actionnaires, donc dans une convention qui est à part, qui n'est pas dans les statuts. Ce droit de veto, quand je lis cet arrêt, j'ai l'impression qu'il est en train de sauter. Parce que si seuls les statuts définissent les conditions dans lesquelles la société est dirigée, mon droit de veto qui est dans un pacte, qui est donc hors des statuts, quand je vais vouloir le mettre en œuvre, on va me dire « mais non, regardez, la Cour de cassation a dit que seuls les statuts définissaient les conditions dans lesquelles la société est dirigée ». Donc, c'est un arrêt qui fait quand même se poser des questions sur l'efficacité et la valeur de ces conventions qui portent sur la direction de la SAS, mais qui ne figurent pas dans les statuts de la SAS. Le moyen de concilier tout ça, c'est, à part le fait que l'arrêt répond à une question qui est une question très particulière, mais on est quand même embêté par le fait qu'il soit PBRI. On se dit, quand ils donnent une publicité maximum à l'arrêt à la Cour de cassation, ils ont une intention, manifestement. Est-ce qu'ils veulent nous dire, vous arrêtez de faire, enfin nous, est-ce qu'ils veulent dire à la pratique, vous arrêtez de faire des pactes d'actionnaires, vous mettez tout dans les statuts, point barre. Je ne crois pas. En réalité, si on veut savoir quels sont les organes de la société, on va regarder les statuts. Mais ça n'interdit pas que, entre eux, les associés de la société prennent des engagements personnels et qu'ils disent « si je suis dirigeant, avant de prendre des décisions qui portent sur plus de 50 000 €, je vous demanderai votre autorisation ou je ne le ferai pas si vous exercez un droit de veto. » Mais c'est un engagement personnel. Ce n'est pas quelque chose qui concerne l'organisation de la direction de la société, au sens où on ne parle pas ici des organes qui lui sont donnés. Ça va être une convention entre associés, inopposable au tiers, etc. etc. Mais ce n'est pas un arrêt quand même, quand on voit l'arrêt arriver, on se dit « oulala, est-ce qu'on n'a pas un problème avec les pactes que la pratique utilise énormément ?» Ça, c'était grand A sur les organes de direction. Grand B, les organes de contrôle. Les organes de contrôle, je passe tout de suite sur les organes de contrôle statutaires
une SAS peut avoir un conseil de surveillance où son comité exécutif peut exercer un pouvoir de contrôle. Je regarde une question posée par un de nos éléments ici présents. Oui, l'autre phase de la liberté statutaire pourrait être pas de liberté extrastatutaire. C'est un peu ça, effectivement, pour la question de savoir qui est dirigeant ou pas. Oui, je vois vos mines, vous dites encore M. Weiss qui pose des questions, quand c'est pas à l'oral, c'est sur les écrans. Oui, je sais. Bon. En tous les cas, pour le coup, son observation est plutôt pertinente. Donc, première catégorie, organes de contrôle qui vont être prévus par les statuts de la société, comité exécutif, conseil de surveillance, etc. Bon, ces organes-là, la SAS peut en avoir, pas d'observation particulière. L'autre organe qui, lui, est prévu par la loi, c'est le commissaire aux comptes. Les commissaires aux comptes, initialement, la SAS en avait systématiquement, elle avait au moins un titulaire et un suppléant parmi ses commissaires aux comptes. Pourquoi? Parce qu'on avait fait la SAS sur le même modèle sur le modèle de la société anonyme. Comme la société anonyme a toujours des commissaires aux comptes, la SAS avait aussi toujours des commissaires aux comptes. Et puis, le législateur s'est dit, il y a peut-être ici une contrainte excessive parce que beaucoup de SAS sont des start-up, sont des petites entreprises qui se développent, qui naissent et qui, au début, sont en fait comme des SARL et n'ont pas besoin systématiquement d'avoir un commissaire aux comptes. La SARL n'a besoin d'avoir un commissaire aux comptes que quand elle dépasse certains seuils en termes de chiffre d'affaires, total du bilan, nombre de salariés. Et donc on s'est dit, mais la SAS, après tout, pourquoi est-ce que systématiquement, elle devrait avoir un commissaire aux comptes? Et donc, en 2008, la loi LME du 4 août 2008 a adopté une mesure de simplification, en tous les cas, a libéré les SAS d'une contrainte particulière en posant le principe qu'une SAS n'était par principe pas tenue d'avoir un commissaire aux comptes. Ça voulait dire qu'on pouvait recourir à un commissaire aux comptes, mais par principe, on n'avait pas besoin d'un commissaire aux comptes. Ça faisait une économie. Alors, on se privait d'un organe qui peut être très utile, mais dans le même temps, pour les petites SAS, ça faisait une économie, je crois, d'après mes sources, que c'est une économie, le tarif de base doit être à peu près à 6 000 €. Donc, on peut se dire qu'une société qui commence et qui a encore peu d'activité, elle a peut-être plus intérêt à assurer ce contrôle d'une autre manière et à utiliser ces 6 000 € qu'elle ne va pas dépenser en contrôle du commissaire aux comptes. Bon, mon propos n'est pas ici de parler pour ou contre les commissaires aux comptes, mais vous pouvez imaginer que, entendant cela, les commissaires aux comptes n'étaient pas très heureux. Parce qu'on leur disait finalement, cette forme de société qui va se développer de plus en plus, eh bien, chers amis commissaires aux comptes, elle va se développer sans vous. On avait prévu, dans la loi, 3 situations dans lesquelles le commissaire aux comptes, par exception, est obligatoire. Première situation, c'est la situation où la SAS dépasse, je reprends le texte qui est l'article L227-9-1. Première, dans l'ordre du texte, ce n'est pas les seuils, première hypothèse, les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues pour les décisions collectives. Donc, aux conditions prévues par les statuts, on peut inviter un commissaire aux comptes à venir exercer ses fonctions dans la société. Première hypothèse. Mais en revanche, on a 3 cas de désignation obligatoire, sont tenus de désigner au moins un commissaire aux comptes les SAS qui dépassent à la clôture d'un exercice social 2 des seuils suivants, fixés par décret en Conseil d'État,
Total du bilan, alors total du bilan d'1 million d'euros. Chiffre d'affaires hors taxe 2 millions d'euros. Nombre moyen de salariés au cours de l'exercice 20 salariés. Ce sont des seuils, donc 1 million, 2 millions, 20. Ce sont des seuils qui sont beaucoup plus bas que ceux de la SARL. Dans une SARL, il faut avoir 50 salariés pour avoir, il faut dépasser 50 salariés pour être tenu, et il faut dépasser en même temps un autre des deux seuils pour être tenu de désigner un commissaire aux comptes. Dans la SAS, ce n'est pas le cas. Dans la SAS, on a des seuils qui sont beaucoup plus bas. Ça veut dire que si votre SAS on a développé beaucoup notre activité, on a un chiffre d'affaires qui, pour cet exercice, va atteindre 2,5 millions d'euros. Dites-vous à votre président, M. Weiss, qui lui est tout content parce qu'il vient de recruter toute une série de salariés. Donc il arrive avec ses... on avait 2 salariés, et lui il arrive avec ses 19 contrats de travail qu'il vient de signer, et là vous me dites, zut alors, ou chouette alors, on va avoir un commissaire aux comptes, c'est maintenant obligatoire. Les commissaires aux comptes ont fait, ou des actions de lobbying ont été faites, peut-être par les commissaires aux comptes, peut-être par d'autres, pour obtenir que ces seuils fixés par voie réglementaire soient plus bas que ceux de la SARL. Le résultat a été atteint. On peut se demander pourquoi ces seuils sont plus bas. Pourquoi est-ce qu'en SARL, on aurait moins besoin d'un contrôle des commissaires aux comptes que dans la SAS? Est-ce que les statuts très particuliers de la SAS font cela? Bon, je ne suis pas complètement convaincu par l'explication. Première hypothèse de désignation obligatoire quand on dépasse des seuils. Deuxième hypothèse, on nous dit, sont également tenus de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par action simplifiée qui contrôlent une ou plusieurs sociétés ou qui sont contrôlées par une ou plusieurs sociétés. Si vos associés sont tous des personnes physiques, votre SAS n'a pas besoin, n'a pas l'obligation d'avoir un commissaire aux comptes. Mais si un associé qui vous contrôle est un associé personne morale, par exemple vous êtes filiale à 100% d'une autre société, là automatiquement vous avez obligation d'avoir un commissaire aux comptes. Dernière hypothèse, on nous dit que la nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le 10e du capital. Votre société n'est pas dans les cas où c'est obligatoire, mais un associé qui a 10% des actions peut demander en justice qu'on oblige la société à avoir un commissaire aux comptes. Et puis je vous signale un arrêt, on en avait parlé, il me semble, au premier semestre, l'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 6 novembre 2012. Vous avez une SAS, c'était un arrêt qui était assez amusant parce que vous avez une société qui a un commissaire aux comptes, qui est une société anonyme, qui se transforme en SAS. La transformation prend effet le 1er janvier 2009. Les personnes qui font la transformation nomment un commissaire aux comptes pour la SAS. Et tout d'un coup, ils se rendent compte, ah, mais la loi a changé, on n'était plus obligé d'avoir un commissaire aux comptes. Donc ils vont voir le commissaire aux comptes et lui disent, s'il vous plaît, vous pouvez démissionner, on n'avait pas vu que c'était obligatoire d'avoir un commissaire aux comptes. Et lui est sympa et dit, d'accord, pas de problème, je démissionne, vous n'avez plus de commissaire aux comptes. Les associés vont au registre du commerce et des sociétés pour faire enlever le nom du commissaire aux comptes du cabis de la société, et là on leur dit, mais non, c'est pas possible de faire ça. Ah bon, mais pourquoi? Parce que quand il est nommé pour 6 exercices, et il ne peut démissionner que pour motif légitime, et là il n'y en a pas, et de toutes les manières, s'il démissionne, c'est son suppléant qui prend le relais. Donc ça ne marche pas le système de dire soyez sympa, démissionnez s'il vous plaît. Et donc, voilà, il avait été dit que
le fait de s'être trompé n'est pas un motif légitime d'émission du commissaire aux comptes. Le commissaire aux comptes, lorsqu'on en a un, il fait la même chose que dans les autres sociétés par action. Petite observation, dans la procédure des conventions réglementées, c'est lui qui fait le rapport, et si jamais il n'y a pas de commissaire aux comptes, c'est le président de la SAS qui fait le rapport. Ça, c'était le paragraphe 1er sur les organes de direction et de contrôle de la SAS. Maintenant, on voit le paragraphe 2 sur les associés de la SAS. Et on a un texte qui est très important, qui est un texte riche, mais avec pas mal de questions qui sont posées et auxquelles on n'a pas toujours la réponse. C'est l'article L227-9 du Code de commerce. Le premier alinéa du texte nous dit « Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient. » Donc ça, c'est une grande zone de liberté pour organiser une SAS. Les statuts déterminent les décisions, quelles formes et quelles conditions, décisions prises par les associés. Donc les statuts peuvent décider qu'on fait tout à l'unanimité, ou peuvent décider que les associés ne statuent que sur des choses très limitées, et les statuts peuvent aussi décider qu'on fait tout en assemblée, physique, avec une convocation 3 mois à l'avance, enfin des trucs très lourds, ou peuvent décider que chez nous, les assemblées, ça se fait par Skype, parce qu'on est déjà embranché, encore Skype, c'est déjà un peu ringard pour vous, qui êtes, voilà, donc je ne sais pas par quel, voilà, on fera par Snapchat notre assemblée, tchic-tchac, enfin bon, bref. Donc, ça c'est sur le principe qui est posé. Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient. Mais, déjà on nous dit, toutefois, les attributions dévolues aux AGE et AGO des sociétés anonymes en matière d'augmentation, d'amortissement ou de réduction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation, de nomination de commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bénéfices sont, dans les conditions prévues par les statuts, exercées collectivement par les associés. Donc vous avez toute une liste de décisions dont on vous dit qu'elles doivent être exercées collectivement par les associés. On ne peut pas dire que l'approbation des comptes, c'est le président qui l'a fait. Mais on peut dire que exclure un associé, c'est le président qui le décide. C'est un peu bizarre comme idée. Ce n'est pas très fréquemment fait dans les SAS. Mais vous pourriez dire, parce que ça ne fait pas partie des décisions qui sont listées, que c'est le directeur général ou le président qui peut prononcer l'exclusion d'un associé. En tous les cas, là, vous avez toute une liste de décisions dont on vous dit qu'elles doivent être exercées collectivement par les associés. Vous noterez que vous n'avez pas toutes les modifications des statuts. Vous avez des décisions de modification des statuts là-dedans. On vous dit augmentation, réduction du capital, fusion, scission, dissolution, transformation. Mais changer une clause des statuts, la plupart du temps, on va dire que c'est les associés qui prennent la décision, mais ce n'est pas obligatoire en vertu de ce texte. Donc, principe de liberté, mais ici, série de décisions dont on vous dit qu'elles doivent être exercées collectivement par les associés. Donc ça, c'est une première atteinte à la liberté. Autre atteinte à la liberté, c'est... Je vais procéder dans l'ordre. Autre atteinte à la liberté, et je vais commencer à évoquer ce point parce qu'on n'a pas forcément le temps d'épuiser le sujet maintenant. Autre atteinte à la liberté, on nous dit ici que les statuts font ce qu'ils veulent sous réserve
de cette décision, enfin de cette série de décisions. Attention, parce que la SAS reste soumise au texte du droit commun des sociétés. Et notamment, un texte qui a posé problème, c'est l'article 1844, alinéa 1er, qui dit que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. Quand on nous dit les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient, on n'a pas la décision d'exclure un associé là-dedans, dans la liste qui suit. On n'a pas la décision d'exclure un associé. Est-ce que c'est une bonne chose, quand on veut exclure quelqu'un, de lui permettre de participer à la décision? On veut vous mettre dehors. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Oui? Si je suis majoritaire, je bloque. Alors, déjà, si le futur exclu ou le potentiel exclu est majoritaire, effectivement, il bloque la décision. Mais c'est vrai que si je suis majoritaire, j'ai peut-être plus le droit de ne pas être exclu qu'un autre. Mais on pourrait imaginer que dans notre société, on a prévu que si tel événement survient, si quelqu'un, par exemple, fait concurrence à la société, alors qu'on ne veut pas, si quelqu'un fait concurrence à la société, même si c'est un majoritaire, il doit être exclu. Et donc, ça aurait un sens de dire que les minoritaires, si le majoritaire est un traître, peuvent prononcer son exclusion. Quand on lisait l'article L227-9, avant que la jurisprudence vienne parler de ce sujet, quand on lisait le texte, est-ce qu'il était interdit de dire dans les statuts, en cas de, pour les décisions statuant sur l'exclusion d'un associé, l'associé visé par la mesure ne participe pas à la décision? Vous pouvez se dire, c'est une bonne chose, il sera en conflit d'intérêts, le pauvre, il serait pris entre son intérêt personnel et l'intérêt de la société, mieux vaut le laisser dehors. Est-ce que la clause était interdite par les textes? Oui? Non, parce qu'il y a une liste exhaustive dans le 227-9 avec décision collective. Alors, exhaustive, on ne nous dit pas, et aucune autre décision. Mais c'est vrai qu'on nous dit c'est une exception qu'on devrait interpréter de manière restrictive, et donc il me semble que, la décision d'exclusion n'était pas dans cette liste, donc il était possible, et tout le monde écrivait que cette clause, tout le monde écrivait. Ceux qui se prononçaient sur le sujet, en tous les cas, ne disaient pas attention, c'est une clause dangereuse parce que vous allez avoir des problèmes. Non. Apparemment, c'était possible. Et en plus, on avait un texte qui était, et je m'arrête ici pour ce matin, on avait un texte qui était l'article L227-16 qui disait « Dans les conditions qu'il détermine, les statuts peuvent prévoir qu'un associé peut être tenu de céder ses actions, donc un associé peut être exclu. » Donc tel que c'était rédigé, dans les conditions qu'il détermine, les statuts avaient le droit à lire ce texte, de dire pas de vote, pas de participation de l'associé exclu. À la rigueur, on l'écoute un peu pour lui faire plaisir. Bon, on va vous virer, qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous plaît pas, hein? Mais bon, on va prendre la décision maintenant. Veuillez nous laisser. À bientôt. Voilà. On va voir que la jurisprudence a invalidé ce type de clause. Je le dis pour ceux qui ont été kidnappés pour le cours prochain. Arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 23 octobre 2007. Arrêt qui s'appelle arrêt Arts et Entreprises. En tous les cas, Chambre commerciale, 23 octobre 2007. La Cour de cassation a dit qu'on ne pouvait pas écarter l'associé visé par l'exclusion de la décision statuant sur cette exclusion. Je vous remercie, chers amis, de cette attention du lundi matin, et donc on se voit tout à l'heure à 16h30. Merci. Ouais.